Je pense que pour faire du bob, faut être casse-cou. C'est plus mon projet, ça devient le projet de la famille. C'est juste que le jour J, en fait, tu fais la moindre erreur que tu fais, tu la payes cash. Un bob à 2, tu peux le payer plus de 30 000 euros si tu veux vraiment quelque chose de bon. Et un bob à 4, ça peut monter à 80 000, voire 100 000 euros certaines fois. Moi, comme je dis, quand je fais quelque chose, je fais un all-in. Je me suis retrouvé au bout de, je dirais peut-être 3 mois, après avoir commencé à faire ma première Coupe du Monde au Canada sur la piste la plus rapide du monde. J'ai fait du coup 2 fois les Jeux Olympiques en 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud et en 2022 à Pékin en Chine. Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode de On-Off. Aujourd'hui je reçois Dorian Otterville, si j'ai bien prononcé ton nom. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu fais comme sport? Alors du coup moi ce que je fais c'est du bobsleigh. Tu fais à quel niveau du bobsleigh? Alors je fais du bobsleigh à haut niveau parce que j'ai fait du coup 2 fois les Jeux Olympiques en 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud et en 2022 à Pékin en Chine. Ok, très bien. Avant de reparcourir un peu tout ce qui s'est passé dans ta vie, j'aimerais que tu nous expliques comment ça fonctionne, une descente de bobsleigh, entre la préparation, la poussée et la descente, en donnant peut-être des chiffres un peu clés, tels que la vitesse, la force en G, ce genre de choses. Alors du coup le bobsleigh c'est un véhicule du coup qui peut aller jusqu'à 150 km/h, voire même plus sur une piste en particulier. Sur le record de vitesse c'est 157 km/h. Une descente comment ça se présente, faut savoir qu'il n'y a pas de moteur sur un bobsleigh, donc le moteur c'est nous les athlètes, donc c'est mon rôle essentiellement. Donc moi je suis un pousseur. Donc on est au départ de la piste avec le bobsleigh qui pèse, ça dépend de la discipline, mais on va dire aux alentours de 170 voire 200 kg pour les plus gros engins. Et on doit prendre de la vitesse et ensuite on a une descente derrière qui dure entre 50 secondes jusqu'à avoir un peu plus d'une minute sur certaines pistes où on doit du coup aller le plus vite possible. En termes de poussée, alors souvent c'est ce que j'ai regardé un peu sur les vidéos, il y a souvent un check un peu spécifique entre les sportifs. C'est propre à chaque nation ou c'est un peu un rituel que les bobeurs, on appelle ça si je ne me trompe pas, font ça pour se motiver? C'est propre à chaque nation et c'est même propre à chaque équipage. Nous, on a notre check à nous du coup, et surtout ce qui est très important, c'est la synchronisation. La synchronisation, c'est-à-dire c'est le moment où on va mettre l'impact dans le bobsleigh pour lui donner l'impulsion, où on doit vraiment tous arriver ensemble. Donc c'est là aussi où il y a un tempo à avoir et une certaine musique. Nous par exemple, on dit 2 fois OK, mais avec un intervalle bien précis où on sait que le deuxième OK, c'est au moment où on doit impacter. D'accord. Donc voilà. Et après, donc vous êtes sur une phase de poussée, ça dure combien de temps la phase de... Alors la phase de poussée, ça dépend des pistes, mais c'est sensiblement la même chose un peu partout. On va dire qu'on va être sur... le chronomètre, il va afficher entre 5 secondes et demie, sachant qu'il y a une première zone où le chronomètre ne va pas se déclencher sur les 5 premiers mètres, il se déclenche par la suite. Donc ça fait 5-6 secondes d'effort où il faut vraiment mettre 100% de ce qu'on a. Et la phase où vous rentrez dans l'embarquement, bobsleigh, qui est, je pense, la plus cruciale. Ouais, elle est très cruciale aussi, c'est-à-dire que toute la vitesse qu'on a engrangée sur les mètres d'avant, au moment de l'embarquement, on peut tout perdre. C'est un sport qui se joue au centième, qui va se jouer au kilomètre-heure près, et du coup, il y a quelque chose qu'on saurait pas mal, c'est la vitesse de sortie, c'est ce qui va un peu nous dire si on a été efficace dans notre façon d'embarquer, notre façon de pousser. C'est-à-dire qu'on peut pousser très fort, mais si quand on embarque dans le bobsleigh, on embarque tous très mal, et qu'on respecte pas les bons timings, on peut se retrouver avec une vitesse moins bonne que quelqu'un qui a poussé beaucoup moins fort que nous, et dans ce cas-là, on aura tout perdu. Parce qu'on sait que derrière, il reste un kilomètre, plus d'1 kilomètre de descente, et que dès le début, tu pars avec un déficit de vitesse. D'accord. Et à partir du moment où vous êtes dans le bobsleigh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait le pilote, comment c'est géré, et vous, à l'arrière, ce que vous faites? Parce que je pense que pour le commun des mortels, vous êtes en attente et vous bougez pas, mais je pense que ça doit être un peu plus technique que ça. C'est un peu plus technique que ça. Alors, le commun des mortels ne se trompe pas entièrement s'il pense ça. On pousse tous, le pilote inclus, sauf que le pilote va rentrer avant nous. Une fois que le pilote a embarqué, donc lui, le temps que nous, on embarque à notre tour, il va prendre les manettes en main. On arrive à chaque fois sur une nouvelle piste pour chaque compétition et tout l'équipage doit connaître la piste par cœur. Et en fait, même nous, donc pour des positions aéro, pour avoir une bonne aéro dans le bob, on ne regarde pas ce qui se passe dehors évidemment parce que si on dépasse, ça va faire une prise au vent et du coup on reste tous à l'intérieur et on doit faire qu'un avec le bob. C'est-à-dire que quand on va prendre des virages, malgré les jets, il faut qu'on puisse rester vraiment toujours dans notre axe et rester solide. Donc on connaît les virages, on sait ce qui va arriver. Et celui qui est assis tout derrière, donc lui, son rôle, donc c'est d'être le freineur. Il doit encore plus que les autres savoir où on est, parce qu'à la fin, c'est lui qui doit freiner. Donc le bob qui arrive à 130-140 km/h pour qu'on s'arrête au bon endroit et qu'il n'y ait pas de casse matériel ou autre.
Vous prenez combien de jets en moyenne sur une descente? Alors franchement, j'ai peur de te dire des bêtises. Des fois, il y a eu des calculs qui ont été faits. Alors, il y a eu une piste où il me semble qu'on prenait jusqu'à plus de 9 G à un endroit précis. Mais c'est pas des jets en continu. C'est quand on va arriver à fond dans un virage, on va se plaquer. Et là, on va sentir vraiment que ça plaque fort, mais c'est pas en continu. Mais par contre, oui, ça secoue. Et quand tu parles du freineur, qu'est-ce qu'il fait exactement? Et ben en fait, le freineur, lui, il est installé comme les autres, dans une position du coup un peu plus basse, parce que le but, c'est d'essayer de reproduire au maximum la forme un peu de la goutte d'eau. C'est la forme qui est aéro. Donc, par exemple, sur un bob à 4, on a le pilote qui a la tête qui dépasse, parce que forcément, il doit voir où il va. Et ensuite, le deuxième un peu plus bas, le troisième et le quatrième est dans une position du coup vraiment très basse, avec le frein du coup qui est entre ses jambes. Et une fois qu'on arrive à la fin, il doit saisir le frein et tirer très fort dessus. Donc, c'est un levier qu'on tire avec un râteau du coup qui va venir se planter dans la glace. Et du coup, il doit freiner le plus fort possible pour arriver à bon port. En tout cas, merci déjà de nous expliquer un peu comment ça fonctionne. On va revenir du coup sur ta vie. Quand tu étais jeune, tu commences, parce que je suppose qu'en France, on ne commence pas par le bobsleigh. Non. Par contre, on commence quand on est jeune. Quand on est un jeune Lyonnais comme moi, on a commencé, je pense, de ma génération, beaucoup par le foot. Ça n'a pas beaucoup changé, mais en tout cas, c'était les grosses années de Lyon au football, donc forcément, ça donnait envie à beaucoup de monde. Moi, donc, j'ai commencé par le foot à l'âge de 11 ans. Mais j'ai pas commencé, on va dire, comme les autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir Mbappé. Moi, à l'époque, je voulais pas devenir Zidane ou Thierry Henry. C'était vraiment plus faire du foot, je pense, parce que c'était un effet de mode et parce que j'avais beaucoup de copains qui en faisaient. Donc, j'ai fait du foot sans aucune prétention de vouloir faire du haut niveau. Donc, j'ai fait pas mal de petits clubs lyonnais, mais plus à aller dans les clubs où j'avais le plus de potes qui jouaient, quoi. D'accord. Donc, j'ai fait ça pendant 8 ans. Et ensuite, j'avais quand même mon père en parallèle depuis quelques années qui me disait bon, tu fais du foot, mais tu cours plus vite que tes techniques, donc peut-être que tu devrais aller faire de l'athlétisme. Et du coup, c'est comme ça, enfin par un concours de circonstances, parce que j'étais dans un lycée qui était sport-études, mais moi, j'étais pas en sport-études, j'étais dans une filière professionnelle, donc j'étais au lycée Frédéric Faïs avec des sportifs qui ont évolué ensuite à l'Olympique Lyonnais, d'autres qui en athlétisme, etc. Et par rapport au cours de PS où apparemment je courais déjà un petit peu vite, ça a fait on va dire un tout petit peu de bruit où il y a des gens de ma classe qui sont allés provoquer les sports-études d'athlétisme en leur disant on a un mec dans notre classe, c'est sûr il court plus vite que vous. Et en fait c'est comme ça qu'ils sont venus me voir et qu'ils m'ont dit de venir au club pour essayer. Et en effet il semblerait que j'avais quelques qualités. Donc à 18 ans j'ai commencé l'athlétisme comme ça. De mon point de vue, c'est un peu tard peut-être pour commencer l'athlétisme. C'est un peu... Alors, oui et non. Oui et non. En athlétisme, on a quand même pas mal de personnes qui ont commencé assez tard et qui finalement ont réussi à accéder au très haut niveau, à l'équipe de France. Il y a une statistique aussi qui montre que quand on est très fort, très jeune, c'est pas forcément la meilleure solution pour arriver au haut niveau, parce que ça demande d'avoir un mental un peu plus solide, je pense. Moi, j'ai connu beaucoup d'athlètes qui ont été très forts jeunes et puis finalement... Quand on est talentueux, on a du mal à allier le travail, à comprendre ce que c'est que de travailler parce que tout nous est donné et tout a l'air facile en tout cas. Et par rapport à quelqu'un qui débute et qui est plus dans la difficulté, il va apprendre à travailler. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, les deux vont se croiser, sauf qu'il y en a un qui a l'habitude de travailler et un qui ne l'a pas. Forcément, ceux qui ont tout réussi, c'est ceux qui ont le talent dès le début et qui ont appris à travailler. Mais du coup, on a pas mal de personnes en athlétisme qui ont commencé comme moi assez tard et qui finalement ont eu des grandes carrières derrière. Quand tu parles tu commences donc à 18 ans. Tu fais tout de suite du 100 mètres, 200 mètres ou tu pars ou du 400 même à ce moment-là? Non, moi j'ai commencé, donc en salle, j'ai commencé par du 60 mètres. Donc j'ai commencé l'athlétisme tard dans l'année en tout cas. J'avais pris d'abord une licence au foot et finalement j'ai changé dans le même club, le même stade, j'ai changé de piste. Donc je passais de la piste du terrain de foot à la piste d'athlétisme qui était à 100 mètres. Donc je me cachais les premiers entraînements parce que j'avais peur que mon coach voie que j'étais toujours sur le stade mais que je les avais plantés. Et du coup, j'ai commencé par le 60 mètres en salle et ensuite l'été, 100 et 200. Mais j'aimais déjà pas le 200. D'accord, vraiment que la ligne droite. Que la ligne droite. Quand tu commences, je suppose qu'au début, tu brises tes records les uns après les autres rapidement et potentiellement tu arrives à un plafond à un moment. Comment on gère cette progression rapide et après le plafond de verre qui te ralentit un peu dans ta progression? On patiente, on apprend à travailler. Ça a été un apprentissage pour moi, je pense, ce moment-là, parce que, en fait, quand j'ai commencé l'athlétisme, du coup, dès ma première année, j'ai couru le 100 mètres en seconde 09, donc j'étais pas loin de faire 10 secondes. Enfin, oui, en dessous de 11 secondes. Ce qui restait une bonne barrière. J'étais junior à ce moment-là. Je me suis dit, en fait, ça fait 7 mois que t'es là, tu cours déjà à ce niveau-là. Et du coup, en fait, pour moi, ça allait être facile. Je me suis dit, l'année prochaine, je vais faire 10-60, quoi. Et en fait, persuadé de ça, l'année d'après, finalement, j'ai même pas fait moins de 11. J'ai fait
tous les 11-0 possibles, 0-1, 0-2, mais j'ai jamais fait moins de 11. Et du coup, tu apprends à, en fait, il faut être patient, il faut travailler, ok, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça. Et ça a été un bel apprentissage pour moi, c'est là que j'ai appris à travailler. Au foot, on s'entraînait, je sais pas, je faisais, je crois, 2 ou 3 entraînements par semaine, plus éventuellement le match du dimanche. Et en athlète, j'ai eu la chance de débarquer dans un groupe où en fait, il y avait déjà des athlètes, certains qui étaient déjà internationaux, et du coup, ça m'a appris que, en fait, même le samedi matin, il faut se lever pour aller faire une séance où tu vas aller vomir dans les côtes. Tu t'entraînes 5 fois dans la semaine, alors que tu as un niveau régional plus. Mais du coup, on s'entraînait, on a appris, en tout cas avec ce groupe-là, à avoir une hygiène de vie et un rythme de professionnel, alors qu'en fait, on n'avait pas le niveau de professionnel. Quand tu te dis, tu arrives vers les 11, 01, 02, 03, est-ce que mentalement, il n'y a pas aussi une barrière qui se met en place de ne pas passer ces 11 secondes? Je pense totalement. Et puis je pense que ça te rentre aussi un petit peu dans le cerveau de se dire, tu changes certaines choses, et puis en fait, les compètes, elles avancent, et puis il y a un chrono en athlète, enfin il y a un chrono. Il y a le chronomètre pur, mais il y a aussi, on va dire, une deadline qui est celle de se qualifier au championnat de France. Et en fait, tu sais qu'avant telle date, il faut faire tel chrono. Et moi, je sais qu'à l'époque, le fait de ne pas réussir à le faire, ça me faisait avoir encore plus de stress sur la ligne de départ en me disant, là, il me reste que 4 semaines. Là, il m'en reste que 3. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'aidait pas, moi, en tout cas, à ce moment-là. C'est quoi ton record personnel, du coup, que tu es arrivé à avoir sur ta carrière d'athlétisme? Mon record au 100 mètres, du coup, j'ai fini par faire 10 secondes 55 centièmes. Donc, je pense que, c'est un chrono que je voulais depuis un moment. Faire moins de 10 secondes 60, c'était quelque chose qui me semblait... je me disais, pour moi, c'était le chrono, je me disais, ok, comme on dit, ça a de la gueule, quoi. Et après, mon chrono que j'aurais rêvé de faire, j'ai toujours été persuadé que j'aurais pu un jour faire moins de 10-40. Mais en fait, l'année où j'ai fait 10-55, c'est là qu'il y a le bobsleigh, entre guillemets, qui est venu taper à ma porte. Quand tu es à 10-55, ça représente quoi à l'échelle de la France en termes de sprinter? À ce moment-là, donc là, ça a changé. Maintenant, avec la technologie, 10-50, ça se fait beaucoup plus facilement. Mais à ce moment-là, quand j'ai fait 10-55, j'étais dans les premiers, je faisais partie du top 20 en France. Et à ce moment-là, ils prenaient les 16 meilleurs au championnat de France élite. Et je me souviens même qu'avec les désistements et tout, j'étais le premier à ne pas être pris pour le championnat de France élite. Donc ils en prenaient 16 et du coup, j'avais été 17 sur le listing. Un peu frustrant. Très frustrant, parce que du coup, c'est quelque chose que j'ai jamais pu faire, le championnat de France élite. D'accord. Les 100 mètres, c'est une discipline en plus qui est très relevée, il y a beaucoup de monde. Et oui, c'est compliqué, mais ça aurait été une grande fierté de les faire. Mais le destin, on a décidé autrement. Exactement. Parlant de destin, comment on passe de l'athlétisme au bobsleigh? Il y a soit tu t'es intéressé toi, soit il y a un entraîneur extérieur qui t'a vu. Comment ça s'est passé? Alors, maintenant, je pense que les gens connaissent un peu plus le bobsleigh, mais à l'époque, on ne connaissait pas trop, sauf nous dans la région, parce que du coup, il y avait eu les JO de Sochi en 2014, et il y avait déjà 3 sprinteurs de la région qui étaient en lice pour les JO de Sochi, donc forcément, ça faisait un peu de bruit, et puis c'était des mecs qui étaient avec qui j'étais adversaire du coup sur 100 mètres. Donc j'en avais déjà entendu parler. Il y a eu une fois ou deux où je me suis dit peut-être qu'un jour je devrais essayer, mais en fait, comme l'athlétisme, quand je faisais du foot, à chaque fois à la rentrée, je me disais peut-être que je vais essayer cette année, puis finalement j'y allais jamais. Là c'était un peu pareil, et au final, au bout d'un moment, parce que au bobsleigh, les entraîneurs, ils regardent beaucoup ce qui se passe en athlétisme, parce qu'ils savent que les qualités qui sont demandées au bobsleigh sont très similaires à celles qui sont demandées dans certaines disciplines de l'athlétisme. Et du coup, c'est comme ça que j'ai été contacté, et qui sont venus me voir du coup au championnat de France cette année-là, parce qu'il y a les championnats de France élite, mais aussi les championnats de France les nationaux. Et moi j'étais du coup aux nationaux, et du coup j'étais dans les favoris aux nationaux. Et il est venu, donc le coach qui s'appelle Max Robert, qui a eu une grande carrière en bobsleigh, qui a fait les Jeux, qui a eu aussi des grandes médailles. Il était venu me voir justement au championnat de France cette année-là. D'accord, donc il regarde des tribunes, et puis à la fin il regarde des tribunes. Après, je crois qu'il y avait certaines personnes de l'équipe qui lui avaient déjà un peu parlé de moi, parce qu'il avait mon numéro, donc il m'avait appelé. Et je me rappelle même que la première fois qu'il m'a appelé, je venais de louper ma course, donc je lui ai dit là, j'ai pas envie de parler. Et du coup, il regarde un peu des tribunes, et du coup, on a discuté. Il m'a dit qu'il pense que le bobsleigh, c'est peut-être un sport qui est fait pour moi, vu que j'étais, par rapport aux autres sprinteurs, déjà un peu costaud, on va dire, physiquement, et que je courais du coup assez vite. Il m'a dit que je devrais essayer. Et comment ça se passe pour essayer le bobsleigh? Et comment ça se passe au bobsleigh, on se retrouve très vite propulsé dans du haut niveau, on va dire, parce que c'est un sport qui est pas commun, il n'y a pas beaucoup de monde. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, quand j'ai commencé, il y avait déjà un équipage qui était en place,
qui était déjà au plus haut niveau du bobsleigh, donc sur le circuit Coupe du Monde. Cette année-là, on est 2 à être recrutés au championnat de France du coup d'athlétisme, et on nous propose de venir faire un stage au mois d'août en Italie, où ils ont une grande salle réfrigérée, c'est comme on va dire un congèle géant avec une piste de poussée uniquement, où on s'entraînait tout l'été pour pouvoir pousser en attendant l'hiver. Et du coup, ils m'ont proposé de venir à ce stage-là, donc j'ai dit pourquoi pas, donc j'y suis allé. Et j'ai passé une semaine, et en fait, je pense qu'au bout du premier jour, j'ai compris que l'effort, il me plaisait, qu'il était peut-être plus fait pour moi aussi. Entre le bobsleigh et l'athlétisme, c'est ça la différence, le haut du corps? Non, c'est pas forcément le haut du corps. En fait, au bobsleigh, on va pas forcément dire de répartir ton poids en haut en bas. Le poids en haut, mis à part pour le gainage, il sert pas forcément à grand chose. Mais parce que du coup, c'est les bras qui sont en lien avec le bob, donc il faut quand même qu'il y ait un transfert. Mais c'est plus la puissance qu'il y a, on va dire, dans les cuisses et dans les fessiers. Mais c'est ton poids de corps surtout qu'ils vont regarder. Parce qu'au bobsleigh, c'est physique en fait. La piste, elle descend, donc plus on va être lourd, plus on va aller vite. Donc si tu as un sprinter qui court très vite mais qui fait 70 kg, eh ben, il sera pas meilleur qu'un sprinter 70 kg qui court le 100 mètres en 10 secondes 10. Il sera pas meilleur qu'un sprinter qui en fait 100 et qui le court en 10 secondes 70, parce qu'il y a le facteur du poids à pousser, où là du coup c'est encore différent. Donc ça veut dire que si potentiellement on prend la grande époque des Jamaïcains avec Usain Bolt, Johan Blake, Asaf Powell, on les met à pousser un bob, potentiellement ils feront pas avec un bon pilote, ils feront pas un meilleur temps que des personnes qui courent moins vite mais qui sont plus lourdes. Alors là, on a pris quand même des athlètes, des gros athlètes. Ah non, mais c'est pour Mais avoir. oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Alors, pas forcément. C'est pas une réalité. C'est pas une réalité. Ça veut pas forcément dire que ça va marcher aussi bien que ce qu'on peut le penser. En plus, il y a le facteur aussi où on court sur de la glace. Et c'est encore quelque chose de différent, où pas tout le monde arrive à s'adapter aussi facilement. Vous avez des chaussures spécifiques avec des Ouais, crampons? des chaussures spécifiques, on appelle ça des cards. Donc c'est des chaussures en athlée, on va avoir des gros clous à l'avant de la chaussure. Là, c'est toujours à l'avant. Par contre, c'est vraiment beaucoup de toutes petites aiguilles qui sont très très aiguisées. Ça arrive qu'on se blesse un peu les uns les autres même, mais ouais. Donc tu nous as parlé de la première partie d'entraînement, la première semaine d'entraînement que tu as fait. Comment ça se passe avec l'équipe? Comment on gère sa place dans un bobsleigh? Bah, c'est compliqué, je trouve. Enfin, c'est compliqué. Il y a une petite subtilité, comme dans d'autres sports, je pense, collectifs, mais c'est que nous, on fait un sport d'équipe où il faut à la fois être quand même très synchro et savoir, on va dire, vivre ensemble, malgré la concurrence, parce que l'année, elle commence avec une première partie de saison où on sait qu'on va être testé à la rentrée pour savoir quel sera le collectif qui va partir en saison. Donc on se retrouve à faire des stages tous ensemble, sachant qu'en fait, je sais pas, on va peut-être être 8 au début, et en fait, il n'y en a que 4 qui vont arriver au bout. Donc ça fait il y a ce petit aspect-là à gérer, mais en général, ça se passe quand même plutôt bien collectivement, enfin en tout cas pour ma part. Sur ces 8 personnes, vous avez toujours un pilote ou il y a 2 pilotes? Il y a un seul pilote. Le rôle du pilote, c'est un peu particulier. C'est en fait le pilote. Quand tu es pousseur, tu peux rapidement te faire propulser, on va dire, au haut niveau, parce qu'il y a déjà un pilote, donc il y a un équipage. Mais le pilote, c'est un processus un peu différent. Lui, il doit d'abord se former sur plusieurs pistes avant de pouvoir commencer à faire des compétitions en Coupe d'Europe, puis ensuite pouvoir passer au niveau au-dessus. Mais les projets se construisent en général autour d'un pilote. Les pousseurs, ils peuvent être remplacés, le pilote, il peut jamais être remplacé. Et on arrive du coup sur potentiellement ta première descente. Elle se fait au bout de combien de temps après cette première semaine d'entraînement? Moi, j'ai eu un apprentissage qui a été très très fast. En fait, j'ai commencé, donc, comme j'ai dit, avec ce stage en fin d'année, donc après ma saison d'athlétisme. Ensuite, on a eu les tests en septembre, donc j'ai eu le temps de faire 2-3 stages. Je m'y suis très bien fait au sport. J'ai fait une belle prise de masse aussi en termes de poids pour pouvoir essayer de vite être un concurrent. Et en fait, ma première année, je décroche une place de remplaçant. Donc en fait, on me dit, tu vas venir avec nous, mais tu seras remplaçant, parce que j'avais fini, je crois, 5e. Et en fait, un concours de circonstances, il y a eu assez rapidement, dès la première compétition, il y a eu un premier blessé, donc on m'a dit, en fait, c'est toi qui vas rentrer. Donc je me suis retrouvé au bout de, je dirais peut-être 3 mois, après avoir commencé à faire ma première Coupe du Monde au Canada, sur la piste la plus rapide du monde. Et il se passe combien de descentes avant d'arriver à cette course? J'en avais dû en faire 3 sur un entraînement. Je me rappelle, en fait, non, quand j'étais remplaçant, on me faisait descendre pour reposer les titulaires. Donc il y en a un qui se repose, et du coup, toi, tu descends, t'en profites pour prendre de l'expérience, prendre tes marques.
Donc c'était un peu comme ça en fait. Dans la semaine, tu descends. Il y a 2 jours où tu descends. À l'époque, c'était 3. Et sur les 3 jours, en fait, l'équipage tournait un petit peu. Et en fait, toi, en tant que remplaçant, tu descends pour qu'il y en ait qui puissent se reposer. Donc j'ai fait, je pense, avant la première compétition, j'ai dû faire, je sais pas, peut-être un peu moins de 10 descentes. Donc on se retrouve potentiellement propulsé au très très haut niveau après 10 descentes. On se retrouve propulsé au très haut niveau, mais après, par contre, comme je disais, dans les stages qu'on fait avant, on travaille beaucoup les embarquements. Donc, enfin, les embarquements, la poussée. Donc, en fait, c'était ma 10e descente peut-être sur une piste, mais j'ai dû faire peut-être, je sais pas, 200 poussées avant d'en arriver là quand même. Sauf que c'était pas sur les vraies pistes. Est-ce qu'il y a une satisfaction de représenter son pays pour la première fois? Ouais, complètement. Complètement. Moi, enfin pour moi, c'est une grande fierté. Enfin, la France, on est un pays où on a souvent eu des gros sportifs. Quand on est sportif, forcément, enfin moi, même avant de faire de l'athlétisme, j'étais scotché devant ma télé quand il y avait les championnats d'Europe, les championnats du monde. Je m'intéressais un peu aussi à d'autres sports. Donc quand c'est à ton tour, entre guillemets, de porter le maillot, même si c'est sur un sport qui est pas très connu, très grande fierté. Et puis surtout, je pense là où j'ai pris le plus de fierté, c'était auprès de ma famille, de mes parents, de mes sœurs, qui eux étaient très fiers de moi. Mes parents, moi, ils habitent pas sur Lyon. Mes sœurs non plus. J'ai toute ma famille qui est en Guadeloupe, donc le temps des compétitions, c'était vraiment des moments où ils pouvaient suivre mes compétitions en direct sur Internet, et du coup, c'était une fierté pour eux, donc du coup, ça devenait encore plus une fierté pour moi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur de peur ou de stress de la famille de voir son fils descendre à 150 km/h dans un engin non motorisé? Quand j'ai dit à mon père à 25 ans que j'allais commencer le bobsleigh, il a pas trop, j'ai senti très, comment dire, pas inquiet, mais ouais, c'était un peu ça le mot. C'était dans le sens où quand ton enfant, je pense, il a 25 ans, tu t'attends à ce qu'il te dise, j'arrête le sport pour aller travailler si le sport ne marche pas. Et moi, du coup, à 25 ans, je lui annonce que je pars sur un autre sport qui, en plus, est un sport extrême, un peu méconnu, donc je l'ai senti un peu inquiet, mais bon, il m'a fait confiance et il m'a laissé y aller. De toute façon, je lui aurais pas non plus laissé le choix. Mais ouais. Comme tu dis, à 25 ans, potentiellement, c'est là où il faut travailler. Comment tu fais pour vivre en dehors du bobsleigh à ce moment-là? À ce moment-là, je prenais beaucoup de risques dans ma vie. Faut savoir que déjà pour l'athlétisme, moi, comme je dis, quand je fais quelque chose, je fais un all-in. Et pour l'athlétisme, déjà, j'avais organisé toute ma vie pour l'athlétisme. C'est-à-dire que au début, j'avais commencé une première formation que j'avais complètement arrêtée. J'étais passé surveillant dans un collège j'ai fait ça pendant 5 ans. Parce que je voulais un emploi du temps qui marche complètement avec ma discipline, avec ma pratique. Donc je terminais tous les jours le travail à 16h30, je pouvais être aux entraînements. J'avais des vacances scolaires, donc je partais en stage avec les autres pendant 2 semaines. Il y a eu après des années où j'ai même carrément arrêté de travailler parce que je voulais vraiment essayer de tout miser. Et après, pour le bobsleigh, entre guillemets, la première année, j'ai vu que on était finalement 2 ans avant les JO. Et j'ai retenté le coup d'une année où on vit sur ses économies, et bien qu'elles soient très maigres, mais on y va et on tente comme ça. Et du coup, après, je suis rentré sur liste, donc j'ai eu un peu des aides de la région, de la fédération. C'était pas énorme, mais ça suffisait on va dire, à survivre et à pratiquer mon sport. Est-ce qu'à ce moment-là, le bobsleigh français cherche des sponsors ou c'est un peu individuellement qu'on arrive à trouver potentiellement un peu d'argent à gauche et à droite? Alors, le mieux, c'est de trouver individuellement. Au bobsleigh, on est chacun dans notre coin, chacun sa ville. Donc, si tu arrives à toucher, on va dire, des entreprises ou les aides de ta ville et tout, c'est mieux pour toi. Après, il y a les sponsors collectifs, mais c'est plus ils gèrent plus avec la fédération. Donc, après, c'est la fédération du coup qui te rembourse un peu ce qu'elle peut te rembourser, qui te donne un peu ce qu'elle peut, mais c'est jamais vraiment jamais énorme. Et moi, au début, je pensais que ça allait être très facile très facile. Après avoir fait les JO, en tout cas en 2018, je me suis dit, mais en fait là, j'imagine que je vais pouvoir aller démarcher plus facilement et trouver plus facilement des aides. Et en fait, pas du tout. C'était plus compliqué. Puis pour moi, c'était un peu compliqué aussi, comme ça allait pour beaucoup de monde, de se vendre. C'est super dur. Donc moi qui suis photographe vidéaste, je sais ce que c'est de faire du contenu pour les athlètes et je sais le temps que ça représente, mais c'est sûr que pour un athlète de se mettre en avant tout seul, alors maintenant il y en a qui arrivent avec le téléphone tout simplement et en parlant de leur vie, mais je trouve qu'il faut montrer quelque chose d'intéressant et il y a beaucoup de gens qui, de mon point de vue, ça n'a pas d'intérêt ce qu'ils montrent, quoi.
Et je pense que dans un sport comme ça, il y a, il y a pas mal de choses à faire sur des documentaires potentiellement. Est-ce que toi déjà on t'a approché pour faire ce genre de choses? Alors, du coup, faire des documentaires, on m'en a pas forcément proposé. Enfin, là, vu que j'ai repris, il y a potentiellement quelque chose Enfin, je suis en train de tenter de faire quelque chose. Non, ça n'a pas été... Au bobsleigh, nous, on nous propose de venir nous filmer seulement quand on arrive en année olympique. Donc, oui, il y a des documentaires, mais c'est des petites capsules, on va dire, qui vont passer dans sur les télés locales. On peut dire qu'il y a de la précarité dans le sport de haut niveau, dans des sports entre guillemets mineurs. Sur les JO 2024, il y a beaucoup d'athlètes qui disaient bah, j'ai gagné une médaille olympique, une médaille d'or même. Donc je me suis dit bah, les sponsors vont arriver. En fin de compte, pas du tout. Parce que les sponsors se disent dans 4 ans, ça se passe à Los Angeles. Donc ça va être moins médiatisé, ça va se passer de nuit. Donc potentiellement, les sponsors n'ont pas trop d'intérêt à aller sponsoriser des athlètes sur un événement olympique, mais à l'autre bout du monde, quoi. Ouais, mais en plus de nos jours, il y a un nouveau phénomène, c'est le phénomène justement des réseaux sociaux, des vues. Il n'y a plus besoin d'être. Il y a beaucoup de sponsors qui vont préférer prendre quelqu'un qui a entre guillemets un mauvais niveau, mais qui fait beaucoup de vues parce qu'il arrive à avoir un contenu qui intéresse et du coup qui va attirer les gens, plutôt que quelqu'un, comme tu dis, qui va avoir une médaille d'or dans une discipline un peu méconnue. Mais même s'il essaie de faire des efforts sur les réseaux, si jamais ça prend pas et qu'il n'y a pas beaucoup de vues et que ça crée pas de l'intérêt, bah, ils vont pas être intéressés. On va refermer la parenthèse Instagram et réseaux sociaux. Tu fais ta première Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, tu les fais au bout de combien de temps après cette première Coupe du Monde? Alors ça remonte, ma première Coupe du Monde, elle arrive en tout début de saison, donc je dirais au mois de novembre. Et les Jeux Olympiques, ils étaient donc 1 an et peut-être 2 mois après, 1 an et 2 ou 3 mois après, ouais. Alors j'avais une question un peu spécifique. Comment on gère la gestion du matériel pour envoyer le bobsleigh à l'autre bout du monde? Alors ça, c'est aussi une belle gymnastique. Alors du coup, on fait du bobsleigh. Il faut savoir qu'on n'est pas juste un athlète, on a aussi beaucoup de manutention à faire. On a l'impression qu'on est des athlètes, à la fois on est des déménageurs, à la fois on est un peu des mécaniciens. Donc quand c'est en Europe, en général, on loue des camions, ou on a des camions où on doit, nous, du coup, charger le bobsleigh et l'emmener faire le tour d'Europe si besoin pour faire les compétitions. Donc c'est les athlètes, le staff, on roule 6, 8, voire des fois jusqu'à 15 heures en fonction de là où on va pour emmener notre matériel. Quand tu parles de staff, il y a combien de personnes qui gèrent une équipe de bobsleigh? Donc en général, on a le manager qui peut aussi des fois être le coach de ligne. On a un préparateur physique certaines fois qui va suivre l'équipe. Depuis quelques années, on a enfin un kiné qui aussi suit l'équipe. Donc ouais, ça se résume à 2, 3 personnes. Donc là, en Europe, c'est dans un camion, mais quand on part à l'autre bout du monde, c'est dans un avion, c'est dans un container. Bah, c'est un container, du coup on nous les livre directement, on se fait livrer directement sur les lieux de compétition. Après il y a la fédération internationale qui gère les déplacements une fois sur place entre les compétitions. Parce que par exemple, quand on va aller sur le continent américain, on va faire une compétition au Canada, puis on va en profiter pour... ils font un chemin qui est quand même assez logique. On fait Canada, États-Unis, de piste, on va faire 3-4 compétitions là-bas dans le coin, avant de revenir par exemple en Europe pour terminer, et enchaîner ici avec l'Allemagne, puis on va aller en Lettonie, enfin voilà. Donc ils essayent quand même de quadriller. Ouais, de quadriller. Il n'y a pas eu des fois des retards, et ce qui fait que vous n'avez pas eu de bob à temps sur une compétition? Ou même, Non. peut-être pas la France, mais d'autres pays à qui c'est arrivé? Alors peut-être d'autres pays, mais moi, à ma connaissance, en tout cas, ça nous c'est jamais arrivé. Donc c'est quand même bien ficelé. C'est quand même bien ficelé. Je crois que c'est un vrai coup, on en entend parler de temps en temps, mais c'est bien ficelé. D'accord. Ça vaut combien à peu près un bob à 4 ou à 2? C'est très très cher. Ça dépend des années. J'ai pas envie de te dire de bêtises, mais je sais que les années, en tout cas, où plus on se rapproche des Jeux Olympiques, t'as souvent des nouveaux bobs qui vont sortir, sachant qu'on est un sport où la technologie, forcément, elle est hyper importante. Ils créent des nouveaux bobsleighs, donc tu peux être le meilleur pilote du monde, avoir les meilleurs pousseurs du monde. Si t'as un mauvais bobsleigh, en fait, tout ce que tu gagnes en haut, tu le perds pendant la descente. Et du coup, quand ils sortent les bobsleighs, vu qu'il y a très peu de constructeurs, les prix ils sont vraiment élevés. Un bob à 2, tu
peux le payer plus de 30 000 euros. Si tu veux vraiment quelque chose de bon, et un Boba 4, ça peut monter à 80 000, voire 100 000 euros certaines fois. En préparant le podcast, l'interview, je me suis renseigné, j'avais vu que l'équipe allemande préparait le Bob avec BMW pour avoir le meilleur aéro possible. Ouais, ils font beaucoup de tests en soufflerie. Il y a quand même un bobsleigh, il y a quand même ce petit point qui est quand même pas très juste. Si tu es une nation où vous arrivez à mettre beaucoup d'argent, vous avez plus de chances d'y arriver qu'une nation qui du coup a pas beaucoup d'argent, ne serait-ce que sur le matériel. Les Allemands, par exemple, il me semble qu'ils font beaucoup plus de tests en soufflerie que nous. Nous, on en a fait 1 ou 2, mais sauf que ça coûte tellement cher que tu t'amuses pas à y retourner tous les 4 matins. Les Allemands, ils ont des bobs qui sont construits pour eux et que seulement eux ont et peuvent piloter. Donc, et ça, faut savoir que c'est la meilleure nation au monde actuellement. C'est ce que j'allais te dire, j'ai regardé un peu et ils sont vraiment, a priori, largement au-dessus de... Ouais, ils sont largement au-dessus, ouais. Là, il y a quelques équipages qui commencent à arriver et à les titiller un peu, mais ça reste quand même la nation numéro 1 et en tout cas de loin, que ce soit en termes d'athlètes, en termes de recrutement, ils sont pas dans la même précarité que nous. Je suis pas sûr à 100%, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui, quand ils rentrent, ont directement un cursus où ils rentrent dans la gendarmerie, etc. Et où du coup, ils n'ont pas la question comment je vais payer mon loyer à la fin du mois ou qu'est-ce que je fais maintenant que la saison est terminée, quoi. Je voudrais revenir sur l'aspect Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça te fait la première fois que tu apprends que tu vas faire les Jeux Olympiques? Bah, c'est un rêve qui se réalise. Même si ça allait vite, c'était quand même un chemin qui a été long, qui a été dur, parce que déjà, ne serait-ce que dans l'équipe, tu crées des affinités avec, comme je disais, tout le groupe au début, puis finalement, mois après mois, il y a plusieurs sélections qui font qu'il y a un tri qui se fait, et puis du coup, on commence à voir qui va être l'équipage qui va partir. Et une fois que toi, tu vois ton nom qui s'affiche, que tu reçois ta dotation avec les anneaux et que tu te retrouves enfin au village, c'est un rêve. Pour moi, je pense que les Jeux Olympiques, ça a été les jours qui sont passés le plus vite dans ma vie. Une fois que j'étais là-bas, j'avais l'impression que tout était... le temps, il s'est accéléré. C'était top, quoi. Cette ambiance où tu te retrouves avec tous les athlètes, les meilleurs athlètes français de toutes les disciplines d'hiver, et puis où tous les jours, tu regardes les autres devant la télé en train de faire leur compétition, et tu sais que ton tour, il arrive. Enfin, c'était exceptionnel. Tout le monde est accessible, ou il y a quand même certains athlètes qui sont un peu en retrait, ou qui sont vraiment dans leur concentration, il ne faut pas les déranger? Non, tout le monde, moi en tout cas de ce que j'ai vu, tout le monde était accessible, même les plus forts. J'ai pas eu de soucis à discuter avec, je sais pas, par exemple Martin Fourcade. Enfin, c'est même lui qui était venu me parler. Je m'en souviens, la première fois qu'on s'est retrouvés à table, en fait, on est dans nos grands réfectoires. On se retrouve tous finalement à manger. Enfin, t'arrives dans le réfectoire, tu connais pas grand monde, et puis tu vois des vestes bleu, blanc, rouge, et puis voilà, on se pose, on mange tous ensemble. À la fin, il y a t'as des salons où on peut se retrouver pour regarder les compétitions. Non, franchement, tout le monde est accessible. Comment on gère la pression d'un tel événement? Comment on la gère? Alors moi, j'ai pas eu de plus de difficultés entre guillemets à, à faire les Jeux Olympiques en termes de pression que je sais pas, une Coupe du Monde ou un championnat du monde. Mais après, je pense que c'est plus ma façon de fonctionner à moi qui fait ça. Moi, la pression, j'essaie vraiment je suis quelqu'un qui... J'essaie de travailler cette capacité, on va dire, à me concentrer presque au dernier moment et à rentrer dans l'événement en un claquement de doigts, on va dire. Parce que j'avais remarqué qu'à me concentrer trop tôt, j'y laissais beaucoup de jus, etc. Et je pense que je suis quelqu'un naturellement qui arrive à garder assez facilement son sang-froid. Et ça fait que même sur les Jeux Olympiques, tu sens la pression de l'enjeu. Mais j'ai senti vraiment que c'était qu'une pression positive. J'ai pas senti ça n'a pas jamais été négatif pour moi, en fait, même au JO. Est-ce qu'il n'y a pas une peur de tomber ou de se rater au départ, ou je sais pas, parce que c'est potentiellement des images qui peuvent être vues dans le monde entier et en instantané. Alors peut-être à l'époque, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, mais voilà, il n'y a pas cette peur-là de se rater au départ. Alors moi, personnellement, non. Je pense qu'il y a une ou deux fois où tu y penses en te disant, parce que ça arrive, donc tu vois, et tu te dis, ah, si ça m'arrive, c'est la honte, mais c'est quelque chose que j'arrive assez vite à gommer. Non, moi, je suis plutôt vraiment sur des pensées, on va dire, positives, vraiment à réfléchir à ce que je dois faire et comment je vais le faire. Je visualise beaucoup, beaucoup. Et du coup, c'est quelque chose qui fait que je pense pas souvent à un échec ou à quelque chose, à un gros raté comme ça, quoi. D'accord. Et en termes d'équipe, du coup, tu es avec trois autres personnes. Est-ce que
vous arrivez, qui fédère entre guillemets le plus? Moi je dirais potentiellement ça peut être le pilote qui peut fédérer, mais ça peut être aussi le pousseur qui amène peut-être une joie de vivre un peu différente. Comment ça se passe sur une épreuve olympique? Bah ça c'est les joies du collectif, hein, parce que du coup en fonction des personnalités, nous il faut savoir que quand on part l'hiver, on part pour des mois tous ensemble à l'hôtel, enfin on mange ensemble, on s'entraîne ensemble, tu rentres le soir dans ta chambre, t'es encore avec quelqu'un, et du coup il y a quelque chose qui se crée où du coup chacun va y trouver sa place et son rôle, donc on va savoir qui sont ceux qui vont avoir tendance à prendre la parole un peu dans le vestiaire, qui va être le rigolo de la bande, et du coup il y a un truc qui se fait un peu naturellement. Le pilote il a plus de responsabilités, donc forcément, il se retrouve avec un rôle un peu de capitaine, parce que lui, il a un rôle différent, où c'est lui qui doit piloter le bob et potentiellement tous nous maintenir en bonne santé. Donc il a un rôle de capitaine, mais après, pour ce qui est on va dire, mettre l'ambiance et fédérer l'équipe à certains moments, etc., ça se fait un peu naturellement. Chacun y trouve un petit peu sa place, je trouve, à chaque fois dans les équipages. Sur cette première Olympiade, vous arrivez combien? Sur cette première Olympiade, en Boba 2, on arrive 12e, et en Boba 4, on arrive 11e. Est-ce que pour vous, c'était des places satisfaisantes ou Alors forcément, du coup, quand tu arrives en compétition, et en plus, encore plus aux Jeux Olympiques, tu arrives en voulant jouer une médaille. Mais l'objectif, du coup, nous, où on aurait été satisfait, c'était d'être dans les 10 premiers, parce que c'était l'objectif qu'on avait essayé d'avoir toute l'année. Et finalement, on finit 11e en Boba 4, donc on passe à côté de notre objectif, surtout qu'on tenait la place jusqu'à la dernière manche. Et ensuite, en Boba 2, pour le coup, c'était plutôt une satisfaction, parce que c'était... donc moi, j'étais avec un autre équipage en Boba 4, et encore avec un autre équipage en Boba 2. Et du coup, en Boba 2, j'étais avec Romain, avec qui je suis maintenant depuis les JO de 2022. Et en fait, c'était la première fois la première grosse compétition ensemble. Et en fait, on savait que derrière, on avait donc 4 ans pour préparer 2022. Donc finir 12e pour cette première grosse compétition ensemble, pour nous, c'était un résultat qui était plutôt positif. quand la compétition se termine, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'après, il y a la prochaine Olympiade et 4 ans après. Comment on gère ce moment-là? Ah, je pensais que tu me demandais ce qu'il y avait la fête à la fin. Il y a sûrement une fête, mais surtout en termes de montée, de poussée d'adrénaline, quand ça se termine et il faut attendre 4 ans avant de refaire une Olympiade. Et j'ai l'impression que les sports olympiques, il y a des choses entre-temps, mais vraiment l'objectif c'est toujours 4 ans, 4 ans, C'est 4 ça, ans. c'est ça. Et ben, en fait, à chaque fois que ça se termine, tu te poses la question, parce que tu sais que c'est un cycle, et comme tu dis, c'est 4 ans, donc déjà tu fais le calcul, dans 4 ans, où je me vois. Moi, il se trouve qu'en 2018, ça faisait que 2 ans que je faisais du bobsleigh, donc en plus je découvrais un nouveau pilote avec qui on avait encore beaucoup de choses à faire potentiellement, donc c'était évident que je me voyais aller en 2022. Donc quand ça s'est terminé, je dirais que il y a eu un petit moment quand même où pendant 2 semaines, j'étais pas très bien à me dire j'ai vécu un truc extraordinaire et puis là c'est fini. Et finalement derrière tu te remets assez vite au boulot parce que tu sais que t'as encore une Olympiade et que à ce moment-là j'avais envie d'y aller. 2022, tu vois, c'était différent. Quand ça s'est terminé, j'ai réfléchi, ok, dans 4 ans, est-ce que je me vois encore me retravailler pendant 4 ans, sachant que 2022, du coup, ça a été un échec, pour moi, à mon sens, en termes de résultats. Voilà, la réponse, elle avait été non, dans un premier temps. Je me voyais m'arrêter, commencer à fonder une famille, etc. Pour toi, c'est quoi l'échec? Vous avez fait quoi comme résultat? L'échec, ça a été de vivre une superbe Olympiade où on a eu des très bonnes places sur les 4 ans avant d'arriver au jeu. On fait 3e au championnat d'Europe, donc une médaille de bronze. On fait une 2e place sur une manche de Coupe du Monde. On se retrouve à ce moment-là, on jouait avec des Allemands, donc c'était trop cool. On se retrouve une année à finir 5e au général, au classement général. Donc c'était une bonne Olympiade, sauf que ça s'est conclu par juste une 11e place aux Jeux Olympiques. Donc en fait, à ce moment-là, tu te dis, en fait, j'ai attendu 4 ans pour gagner une place. Et là, ça fait juste mal. Et puis en Boba 4, on est passé aussi complètement à côté. On fait 19e. Donc c'était grosse déception après 2022. Donc là, à ce moment-là, moi, j'étais sûr de moi en me disant, là, faut que t'arrêtes. Finalement, tu te rends compte que finalement, tu t'ennuies, que ça te manque et tu y retournes, quoi. Tu disais, vous arrivez 19e. C'est quoi les écarts entre une 10e place et une 19e place en termes de temps? Alors, ça dépend des années, mais sur des compétitions classiques, donc les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde, comme on a toute l'année, t'as que 2 manches. Donc en 2 manches, tu peux avoir des écarts
qui vont des fois au-delà de la seconde, mais c'est une seconde, et après tu as souvent beaucoup de... Ça se fait par pack, tu as ceux du dessus qui sont quand même très rapides, on va dire les 3-4 premiers, et après tu peux avoir des fois souvent des classements où sur 3 dixièmes, tu vas avoir 4 équipages qui se tiennent, et voilà, mais ça peut être aussi très serré. En 2018, il y a eu une égalité après 4 manches, parce que ce que je veux dire, c'est qu'en championnat du monde, hein, en championnat du monde et aux Jeux Olympiques, c'est sur 4 manches. Donc ça fait à peu près 4 minutes de descente. Et il y a eu, sur les Jeux Olympiques de 2018 et de 2022, il y a eu des disciplines où il y a des personnes qui n'ont pas réussi à se départager. Ils sont arrivés au centième près en même temps après 4 manches. Donc en fait, la différence entre une 19e et une 10e place, des fois, c'est des dixièmes. Ça peut être des dixièmes, ouais. Donc c'est à la fois, en tant que spectateur, moi je te dirais, c'est pas grand-chose, mais à votre échelle, c'est gigantesque. Ouais, c'est sûr, c'est gigantesque. Quelqu'un qui connaît pas le bobsleigh et qui regarde à la télé, il va voir des fois des écarts qui se creusent dans un sens ou dans un autre, alors que lui, à l'œil nu, il n'aura pas vu forcément ce qui s'est passé, parce que ça se joue à des détails vraiment infimes où il faut avoir l'œil pour s'en rendre compte. Des fois, tu vas voir que tout va bien, sauf que en fait, le matériel n'est pas bon, il a mal été choisi pour la météo ou c'est quelque chose qui n'est pas performant, et du coup, en fait, il y a trop de facteurs chez nous. Là, tu viens de parler d'un facteur, la météo. Ouais. Qu'est-ce que ça peut changer? Du coup, il y a plusieurs facteurs matériels. On a par exemple les patins. En fonction de la météo, il va falloir des patins plus ou moins gros pour pouvoir t'adapter à la météo. Si c'est une glace dure ou une glace un peu plus molle pour que ton bob il rentre pas trop dans la glace pour pouvoir gagner du temps. Enfin, ouais, on s'adapte aussi à ça, à la météo, et le matériel il doit pouvoir suivre. Donc en fait, c'est un peu comme une Formule 1. Le matin de la compétition, vous arrivez, vous voyez le temps, vous voyez l'épaisseur de la glace, et c'est à ce moment-là qu'on décide de choisir tel patin ou tel patin. Ouais, c'est ça, et c'est même pas le matin, c'est la difficulté aussi, c'est qu'on choisit le matériel plutôt la veille ou l'avant-veille, parce qu'en fait, on a un temps de préparation, et le temps de préparation il est tellement long qu'on peut pas le faire le matin, parce qu'on y perdrait beaucoup trop de jus. On doit les poncer, on doit vraiment tout mettre nickel, et le ponçage c'est quelque chose qui peut durer entre 2 et 4 heures, ça dépend l'état du matériel. C'est là où potentiellement les Allemands ils ont une équipe dédiée à ça, ou c'est par exemple en termes olympiques, il y a 3 personnes qui peuvent toucher le bob, ou tout le monde peut toucher le bob? Alors je sais qu'il y a eu des équipages où il y avait des gens qui s'occupaient, c'était rare, mais il y avait des gens qui s'occupaient eux de préparer les patins. En général c'est quand même les équipages qui les font. Alors j'ai jamais vu les Allemands préparer leur matériel, mais je sais qu'il y a des équipages chez eux où c'est eux qui s'en occupent en tout cas, c'est sûr. Mais après il y a ce truc là aussi où au bob on préfère nous-mêmes s'occuper du matériel, parce que comme ça on sait que c'est bien fait et comme on veut que ce soit fait. Qu'est-ce qu'on apprend après un mauvais résultat aux Jeux Olympiques? Souvent on dit soit je gagne, soit j'apprends. Qu'est-ce que vous avez appris à ce moment-là? Sur la première Olympiade, on a appris qu'on avait du coup avec Romain un avenir qui se dessinait, on va dire, ensemble pour la suite, parce que comme j'ai dit, on a eu des belles médailles et ça restera quand même mon plus beau souvenir. Et après, sur la deuxième Olympiade, t'apprends que c'est toujours pas si facile que ça, que malgré autant de travail, ça va être compliqué, c'est compliqué, pardon, un sport qui joue comme ça à des centièmes. Mais en fait, au bobsleigh, il y a tellement de facteurs que, pour moi, on était prêt pour cette compétition. Parce que jusqu'au dernier moment, même les entraînements sur la piste, on était toujours parmi les 6 meilleurs en termes de vitesse, en termes de chrono. C'est juste que le jour J, en fait, tu fais la moindre erreur que tu fais, tu la payes cash. Donc en fait, entre guillemets, t'as toujours à apprendre. Mais pour moi, les nations qui réussissent le plus souvent, c'est les nations qui ont le moins sur les paramètres pour aller vite, ceux qui ont le moins qui ont plus de marge de partout. Nous, si on fait une erreur, on va la payer cash. Quand ils vont faire une erreur, vu qu'ils ont beaucoup de marge, ça va moins se voir. Donc après 2022, tu décides d'arrêter le bob. Je suppose que tu continues à t'entraîner, parce qu'un athlète de haut niveau ne s'arrête jamais. Moi, ça fait des années en fait que, en effet, je m'arrête jamais. Je vais juste augmenter ou diminuer mon volume d'entraînement, mais je pense que depuis que j'ai découvert l'athlétisme, en fait, il n'y a jamais eu un moment où je me suis entraîné moins de 3 fois par semaine minimum. Donc en fait, du coup, je continuais de m'entraîner, de faire des compètes d'athlé par-ci par-là. Et en fait, après 2022, donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis concentré sur ma vie professionnelle, donc je me suis lancé dans le coaching sportif parce que j'avais eu mon diplôme juste avant de commencer le bob et je m'en étais jamais servi, donc il était temps que je commence à m'en servir.
J'ai eu mon fils donc, qui est né. Donc je me suis quand même fait embrigader la dernière année après 2022 pour les championnats du monde 2023. Donc où Romain m'a dit il faut qu'on termine quand même sur les championnats du monde. Donc c'était une bonne chose parce que du coup on a fait un bon classement, on a fini 7e au championnat du monde et après championnat du monde 2023 j'ai arrêté. Et mon fils était déjà né, du coup il avait 2 semaines. Et après à ce moment-là j'ai décidé que j'arrêtais. Et finalement, donc en septembre dernier, donc en septembre 2024, il y a Romain, je crois, ça a commencé un peu à lui trotter. Il y a eu l'annonce des Jeux Olympiques 2030 à La Plagne, en France. Et du coup, suite à ça, lui, il a commencé à se reposer un peu des questions. Il a eu un peu des coachs qui lui ont dit qu'il pouvait, pourquoi pas tenter. Donc il m'a recontacté, donc moi et d'autres pousseurs, pour savoir si ça pouvait nous intéresser. Donc là, on repart au charbon. Par contre, avec une vie de famille, comment on fait pour gérer ça? Dans la récupération, potentiellement, quand ça fait passer nuit. Comment toi, en tant qu'athlète de haut niveau, tu gères cette partie-là de ta vie? D'abord, on commence par demander à sa femme. Parce que du coup, c'est plus mon projet, ça devient le projet de la famille. Parce que on sait que, comme je te disais, le bob, c'est pas un sport où tu t'entraînes à Lyon et puis tout le temps, et le soir, quand tu pars en compétition, tu pars le matin, tu reviens le soir. Pas du tout, tu pars une semaine, tu dois t'absenter quand même assez longtemps. J'ai la chance d'être en couple avec une ancienne sportive de haut niveau qui a aussi fait les Jeux Olympiques, qui sait du coup... Qui est là-haut. Qui est là-haut, Sandy Claire. Qui sait du coup ce que c'est les sacrifices. On a vécu la dernière année ensemble parce qu'elle était aussi au JO 2022 avec moi. Donc voilà, la première chose, c'est qu'on se pose tous les deux, on en discute. Et il se trouve que finalement, elle était même plus motivée que moi. Elle m'a dit la seule condition si tu reprends, c'est que je puisse venir sur une ou deux compétitions avec les petits, parce que du coup, entre-temps, j'ai eu encore un deuxième enfant qui a maintenant 1 mois et demi. Et la seule condition, c'était que, au-delà d'être présent quand je peux, mais c'est aussi que tout le monde puisse un peu suivre le mouvement et venir avec moi de temps en temps. Et suite à ça, du coup, à partir du moment où nous deux, on était OK sur ça, moi, je me suis senti soulagé et j'ai pu me remettre à fond dans le projet. Est-ce qu'on récupère vite ces phases je suppose, d'entraînement de poussée, de retour de l'adrénaline, la position dans le bob? Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait manqué sur les 2 dernières années? Ouais, c'est quelque chose qui m'avait manqué. Là, je prends plus de plaisir maintenant, je pense, qu'avant. Je m'en suis rendu compte là cette année. Là, c'était une année qui était un peu particulière parce qu'on s'est relancé et puis finalement, comme on apprend la nouvelle, comme on décide de se relancer un peu tard au mois de septembre, en fait, moi, la préparation d'habitude, je la commence au mois de mars. Donc là, quand tu l'apprends au mois de septembre, même si je m'entraînais, c'était pas la même prépa. Donc là, j'ai fait une année un peu, on va dire, en essayant d'optimiser ce que je pouvais, sauf que là, l'année qui arrive, je vais me préparer beaucoup mieux. Mais du coup, par contre, le plaisir de la compétition, il y est. Je prends moins de plaisir à l'entraînement de bob. Par contre, les compétitions, je les savoure beaucoup plus. Surtout que maintenant, je sais qu'il y a mon plus grand qui me regarde derrière l'écran et qui est comme un fou devant la télé. Donc, c'est des motivations supplémentaires. Et ouais, je vis les compétitions beaucoup plus intensément maintenant, alors que j'ai vivais déjà intensément avant. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la dernière compétition que tu as faite de ça il y a quelques semaines? Quelques semaines, on a fait les championnats d'Europe. Du coup en Norvège, qui s'est bien passé. On avait un objectif qui était de terminer dans les 12 premiers. C'était un objectif qui avait été demandé par la fédération. On fait tout juste, on finit 11e. Donc ouais, très très bien passé, des bonnes sensations. C'est pas une piste que j'aime, parce qu'il y a ce facteur-là aussi au bob. En fonction de la piste où on est, on passe pas la même semaine. Mais c'est pas une piste que j'apprécie, mais le résultat et l'ambiance et tout, c'était vraiment cool. C'est quoi les différences entre les pistes? Il y a des pistes où il y a un niveau, un niveau de difficulté qui est plus élevé. Après, ça dépend aussi de ton pilote. Mais tu as des pistes où tout simplement le risque de chute il est plus élevé. Ou tu vas avoir des pistes où les virages ils sont un peu plus secs, où du coup les sorties elles sont un peu moins douces, donc tu peux te faire potentiellement un peu plus chahuter quand tu es à l'intérieur, parce que quand tu es dedans, contrairement à ce que certains pensent, c'est pas un grand 8 dans un parc d'attractions. C'est pas quelque chose d'agréable, on va dire, de faire une descente de bob. Et du coup, en fonction des pistes, avec le risque de chute, etc., c'est pas... Tu prends plus ou moins de plaisir. Après, sachant que du coup, tu as aussi cette adrénaline qui est multipliée, à mon sens. Si tu es sur une piste qui est réputée dangereuse et que ça crée un effet un peu plus... tu vis un peu plus la chose, et quelque part, du coup, à la fin, tu peux y prendre encore plus de plaisir quand tu y arrives et qu'en plus, tu as le résultat qui est au bout, ça décuple les émotions.
Tout à l'heure, tu as parlé des Jeux Olympiques 2030 en France. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans un coin de ta tête ou pas? Euh, alors j'ai envie de dire oui et non. 2026 est très proche, donc j'arrive très bien à m'y voir. Par contre, 2030, c'est beaucoup trop loin. J'ai 2 enfants en bas âge, j'en ai un de 2 ans, un qui a 1 mois et demi. Aujourd'hui, si je réfléchis à 2030, je te dirais que je m'y vois, mais j'ai plus l'impression que je serais capable de m'y voir potentiellement dans un staff si j'arrive à trouver quelque chose d'intéressant. Mais en tant qu'athlète, je suis incapable de te dire oui pour l'instant, parce que j'ai l'impression que depuis quelques temps, ma carrière, je la vis année après année. Et pour l'instant, même malgré ce que certains peuvent penser quand on dit que cette idée reçue de à plus de 30 ans, le sport c'est compliqué, je ressens pas du tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se perd de mon côté. Donc, si j'ai les mêmes jambes que j'ai maintenant en 2030, oui. Mais sauf qu'on n'en a pas la certitude, donc je te dirais que je sais pas pour l'instant. Il y a cette envie de transmettre à la future génération. Il y a un projet qui est sympa cette année, parce que quand on s'est arrêté, du coup, il y a une nouvelle génération qui s'est mise en place. Et là, maintenant qu'on est revenu, en fait, on mixe tout le monde. Donc, il y a ce projet où, du coup, tu te sens vieux parce que tu vois que les jeunes, ils sont pas comme toi. mais ouais, il y a ce projet qui est sympa. Et cette envie de transmettre, c'est un plaisir toujours de discuter avec des jeunes, de les aiguiller quand ils ont des questions. C'est cool. Et transmettre en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup. Ça, c'est parce que tu fais du coaching, donc tu as l'habitude de transmettre, ou c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi de vouloir aider dans la transmission? Bah, je pense que j'ai compris assez tôt que j'aimais transmettre. Quand j'ai commencé l'athlétisme, en fait, à 18 ans, l'année suivante de ma deuxième année, je suis devenu entraîneur. J'ai commencé par les toutes petites catégories, les poussins, et ensuite je suis monté petit à petit. Il y a eu un moment où j'ai eu mon propre groupe de sprint en parallèle, alors que moi je courais aussi. Donc j'avais des cadets espoirs seniors. Et en fait, j'ai toujours entraîné en parallèle de ma carrière. Et du coup, je pense que oui, du coup, je me suis habitué à ça. Ouais. Sur la partie un peu business, tu as créé quelque chose qui s'appelle Mastart. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors j'ai créé l'association Mastart donc avec Camille. Qui est Camille? Camille, c'est une fille qui avait quand moi j'étais du coup athlète et que je te disais en 2018, j'avais du mal à trouver des sponsors parce que j'avais du mal à me vendre. Donc j'ai un ami à moi, Quentin, qui du coup s'est improvisé agent. En fait, on a réussi à monter quelque chose en ramenant à nous des entreprises de Lyon. On leur proposait de suivre au plus près l'aventure du bobsleigh. Donc on organisait des restaurants ensemble. Ils venaient à la Plagne avec moi, on faisait des descentes, on faisait des restaurants. Et en fait, on avait fédéré vraiment un groupe d'entreprises et de personnes qui m'aidaient. On a passé des moments super sympas et du coup, c'était vraiment cool. Et du coup, Camille faisait partie un peu de cette aventure-là parce que elle travaillait aussi, elle œuvrait aussi pour m'aider dans ce sens. Et du coup, en fait, moi, avec les difficultés du bobsleigh, j'ai voulu créer une association pour aider les athlètes. Sauf que du coup, j'avais pas beaucoup de temps, c'était un peu compliqué, donc je voulais m'allier avec quelqu'un. Et je tombe sur du coup un post de Camille qui dit qu'elle avait un projet qui est tombé à l'eau, etc. Donc on s'est recontacté, on a discuté, et en fait on a voulu monter Mastart, on a monté Mastart ensemble. Donc Mastart en fait c'est une association qui vise à aider les athlètes. Donc pour l'instant on est plus sur la partie, comment dire, les à côté, la partie médicale. On leur propose, on a des kinés, on a des ostéos, des prépa mentales. On a vraiment tout un panel, des médecins, etc. Et en fait, c'est nous qui leur payons tous leurs soins. Et donc on a choisi 8 athlètes l'année dernière qu'on a aidé du coup à atteindre leur objectif dans ce sens-là. Et ce qu'on aimerait, c'est grossir et pouvoir élargir encore, trouver des entreprises qui veulent faire partie du projet pour nous débloquer des fonds et qu'on puisse aider plus de monde et avec encore plus de qualité. C'est des athlètes spécifiques athlétisme ou pas que? Alors pas que. La première année qu'on a fait, c'était une année test. Donc moi, comme je suis coach, c'était plus facile pour moi de commencer le test avec des athlètes en grande partie que j'avais, parce que du coup pour les retours c'était beaucoup plus facile. Donc on a eu une première promotion, il y a eu beaucoup de personnes issues de l'athlétisme, mais après on s'est quand même élargi. C'est-à-dire qu'on avait un combattant MMA, on a un bodybuilder, donc on a vraiment essayé de prendre large. En fait, à l'avenir, ce qu'on aimerait, c'est du coup on voulait justement éviter que les gens aient trop cette image de Mastart c'est l'athlétisme, parce que c'est pas le cas, ça peut être n'importe quel sport. C'est juste qu'à partir du moment où quelqu'un a besoin d'aide et qu'il a un petit coup de pouce pour atteindre son objectif, nous, on aimerait pouvoir être présent. Tu as parlé de préparateur mental. Est-ce que tu as déjà eu
à faire un préparateur mental pour toi? Ouais, j'ai eu à faire un préparateur mental. J'ai commencé tard, moi, la prépa mentale. J'ai commencé en 2020, si je te dis pas de bêtises. Alors on a commencé parce que du coup, mon cas avec Romain, même si on s'entend bien, on a une façon quand même différente de voir les choses et de concevoir la performance et les moyens d'y arriver. Donc il y a eu des fois où on avait des petites incompréhensions et du coup on a eu une prépa mentale qui s'occupait de nous juste pour pouvoir apprendre à mieux se comprendre tout simplement. Et de là en fait après j'ai commencé la préparation individuelle aussi avec cette personne-là du coup qui est Anaëlle Malherbe, qui s'occupe des équipes de France d'escrime, enfin qui a beaucoup d'athlètes qui travaillent à l'INSEP. Et en fait, j'ai adoré, je trouvais que ça aidait beaucoup. À mon sens, tout le monde aurait besoin d'une prépa mentale. Il y en a qui en ont plus besoin que d'autres, mais à mon sens, on en a tous besoin, parce que je pense qu'on a tous des fois des difficultés, même si c'est pas forcément grand-chose, mais des petits ajustements. Quand on est athlète de haut niveau, on se doit d'être très précis dans ce qu'on fait, et dans notre façon d'aborder des compétitions, des entraînements. Et on a tous des petites questions, des petits doutes à des moments, et quand on trouve un préparateur mental performant, il peut nous faire ce petit déclic-là qui va nous aider. Est-ce que tu peux nous donner un tips qu'elle t'a donné sur de la préparation mentale? Un tips qu'elle m'a donné. Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais moi, on va dire que mon souci était plus lié à des soucis extra-sportifs. Et du coup, j'avais besoin un peu de réussir à mettre chaque chose à sa place. Donc après, dans le sport en lui-même, j'ai pas eu forcément j'ai pas eu, on va dire, de réels besoins, sauf à des moments clés où il y a eu des petites choses, mais ouais, c'était plus savoir, savoir Gérer voilà, le savoir sport, gérer, voilà, pas que les émotions, pas que les choses se mélangent un peu mal, on va dire. Donc j'ai pas de tips à proprement parler sur un truc à faire en compétition, parce que je veux dire que j'en ai pas eu forcément besoin. Non, mais c'est intéressant là, on parle de sport, mais aussi de la côté. Et on peut être le meilleur athlète du monde et potentiellement le jour J, il y a quelque chose qui va pas aller, on apprend une mauvaise nouvelle, on est malade. Et le terme de préparateur mental, c'est pas que la compétition, ça peut être aussi ce qui se passe autour. Et je trouve que ça, c'est intéressant aussi. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Je pense, moi, je suis persuadé que pour qu'un athlète donne 100% de son potentiel, il a besoin d'être aussi bien sur la vie à côté. Je pense que c'est possible de performer en ayant des difficultés, difficultés dans la vie extrasportive, pardon, mais je pense que pour moi, tu dois essayer de régler un max. Tu peux pas laisser trop d'énergie à côté, alors que ton objectif, quand tu es athlète de haut niveau, il faut que tu puisses donner 300% de ce que tu as sur un jour J, sur une compétition. Donc il faut réussir à gérer ça. Petite question un peu différente. Est-ce que toi, tu avais un rituel ou un porte-bonheur pendant les compétitions que tu as peut-être toujours? Alors moi, je me suis toujours défendu d'avoir un rituel ou d'avoir... je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir, oui, comme tu dis, un rituel, à porter tel vêtement, faire ci, faire ça. Et en fait, je me suis toujours interdit de faire ça parce que je me suis dit... je sais qu'il y en a, ça les aide, mais moi, ça peut être un frein à la performance. Parce que en fait, le jour où ça se passe pas comme prévu, où tu l'as pas, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Et moi, je me suis toujours dit que c'est quelque chose qui pouvait plus me desservir, donc j'ai pas forcément de rituel. Aujourd'hui, maintenant que j'ai mon fils... sur les dernières compétitions, oui, j'ai l'impression que la motivation, j'allais la chercher un peu là, avant de descendre en bob, tu regardes une vidéo de lui qui t'encourage ou quoi, c'est quelque chose qui donne vraiment de la force, mais je me suis toujours interdit d'avoir ce genre de choses parce que je me suis dit que... Alors, je juge pas les gens qui en ont, et s'ils s'en sortent avec, c'est très bien, mais moi, je me suis toujours dit que le jour où tu l'as pas, où ça se passe pas, ah mince, j'ai oublié de prendre, je sais pas moi, ma bague porte-bonheur et tout, en fait... Donc, pas du tout superstitieux. Pas du tout superstitieux. Je m'interdis de l'être, même, je pense, en compétition. On arrive presque à la fin de l'interview. Si tu devais donner un conseil à une personne qui aimerait faire du bobsleigh, qu'est-ce qu'il faudrait déjà avoir comme qualité technique, mais aussi mentale? Du coup, oui, pour commencer le bobsleigh, moi je pense que du coup, faut être un peu fou, faut être un peu casse-cou, parce que j'ai connu des gens qui ont essayé, puis finalement, au bout d'une descente, ils ont eu la peur de leur vie, ils sont jamais revenus. Faut pas être douillet, faut pas être une petite princesse, parce que c'est un sport où on est dans le froid, qui est très dur avec les à côté, entre la manutention et tout, donc voilà, faut aimer voyager. Et si jamais t'es un sportif, que t'as des qualités qui sont l'explosivité, que t'as, on va dire, un gabarit assez costaud, c'est un sport qui peut potentiellement être fait pour toi. On arrive sur les 2-3 questions de la fin.
J'ai une question que j'ai vue sur Instagram qui est revenue un petit peu. Qu'est-ce que toi tu penses du film Rasta Rocket? qui est de mon point de vue, en fait, est sympathique, mais fait du bien aussi au bobsleigh. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une caricature, c'est quelque chose où on vise à la fin la performance. Ouais. Alors, bon, c'est une question forcément, je vais dire presque je m'y attendais. Non, en fait, Rasta Rocket, c'est notre meilleure pub. On va pas se mentir, c'est le sport qui fait que les gens connaissent le bobsleigh. Et d'ailleurs, ça se perd parce que vu que les gens regardent de moins en moins la télé, ben, quand il passe une fois par an, les jeunes maintenant ils le voient pas. Mais alors c'est un film qui fait du bien parce qu'il fait que le bobsleigh est connu. Après, il fait un peu de mal parce que comme c'est un film qui est comique avant tout, et ben, des fois les gens vont avoir un peu de mal à nous prendre au sérieux. Je te dis pas le nombre de fois où on m'a appelé Sanka par exemple, tu vois. Mais non, c'est un film qui est plutôt positif et qui amène vraiment, qui est vraiment bon pour notre sport. Et moi, je l'aime bien. J'adore ce sport. Je le regardais bien avant de faire du bob. Dès qu'il passait à la télé, je le regardais, j'adorais. J'ai eu une autre question sur Instagram. On me demandait où est-ce qu'on pouvait faire du bobsleigh en amateur, en étant juste derrière et avec un pilote professionnel. Eh ben, pendant tout l'hiver à la Plagne, en fait, y a des gens qui font descendre justement ceux qui veulent essayer le bobsleigh. Donc tous les jours, il y a beaucoup de gens qui descendent. Donc il suffit de se rendre à la Plagne, de regarder sur Internet sur les bonnes horaires et en fait, n'importe qui peut descendre pendant l'hiver. Ces bobs-là vont à combien de kilomètres/heure? Alors je suppose qu'il n'y a pas de poussée. Il n'y a pas de poussée, mais en fait, même sans la poussée, on atteint quand même une vitesse de pointe. La poussée, elle permet d'atteindre plus vite cette vitesse, mais on atteint quand même, là, avec ces bobs-là, on descend quand même à 120 km/h. Ah oui, donc c'est quand même... oui, non, on vit les vraies sensations, hein. Sur ça, il n'y a pas de doute. Avec un bon pilote, on va peut-être faire 10 km/h de plus, mais ceux qui viennent comme ça, en amateur avec un pilote professionnel, ils vont déjà très vite. Très bien. Je voulais savoir si tu avais une ou deux recommandations à nous faire, tel un livre, un film, un documentaire ou quelque chose que tu as écouté, un podcast. Alors du coup, moi, je suis pas du tout un grand lecteur, mais là, du coup, dans mes clients, il y a un client qui m'a lancé un défi, qui est écrivain, donc c'est Arthur Roger, qui a écrit un livre qui s'appelle Jusqu'au bout de l'océan. Et du coup, peut-être qu'il va réussir à me faire réussir le défi de finir mon premier livre. Donc pour l'instant, je suis à la moitié et je le trouve vraiment très bien. Donc c'est ce livre-là que je conseillerais. Ok, donc on mettra le lien dans la description si les gens veulent le lire. Et la dernière question que je pose à tout le monde, est-ce que tu connais quelqu'un dans le sport qui pourrait être à ta place pour nous raconter son histoire? Alors je connais même très bien quelqu'un qui est plutôt de nature réservée, donc je sais pas si elle pourrait être à ma place, même si je pense qu'elle a un parcours qui est très inspirant. Et c'est ma femme, Sandy Claire, qui du coup a fait 3 fois les Jeux Olympiques, qui est la 2e femme de France à avoir fait du coup jeux d'hiver, jeux d'été, et qui du coup, moi, elle m'a beaucoup appris, parce qu'on s'est entraîné ensemble du coup pendant 2 ans. Je pensais être un athlète qui m'entraînait très bien et très sérieusement, elle m'a montré qu'il y avait encore des choses qu'on pouvait faire encore plus sérieux, on va dire. Elle m'a pas mal inspiré, du coup on a réussi ce défi à 2, du coup, d'aller ensemble en couple au JO 2022. Donc, je pense que dans mes années sportives, c'est la personne qui m'a peut-être le plus inspiré dans ma carrière, en tout cas de proche. Bon, l'invitation est lancée. Andy, si tu nous regardes, tu es déjà sur la fresque, ça sera avec plaisir. Est-ce que tu avais un dernier mot de la fin pour les auditeurs? Eh ben non, rien de spécial. C'est une première pour moi du coup de faire ce type d'interview, donc je te remercie toi. J'ai bien apprécié, c'était cool, et puis j'espère que les gens apprécieront d'en savoir un peu plus sur le bobsleigh. Je te remercie en tout cas de m'avoir accueilli ici. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire où on est? Alors là, on est dans une salle de remise en forme, donc c'est mon coach lyonnais. C'est du coup une salle qui est montée par Martin Carrère et Yann, qui du coup ont ces locaux, et tous ceux que vous voyez ici, ce sont les super coachs de la salle qui sont prêts à vous accueillir toute l'année pour faire des super séances de remise en forme. Très bien. Pour nous, le prochain invité, il est ici, il s'appelle Lucas Roberto, donc il est coach d'Irox. On en parlera sur une prochaine interview. En tout cas, je te remercie, Dorian. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur Instagram et YouTube, Nelson Offside, ça coûte rien. À la prochaine, ciao!